Bienvenue dans la troisième et dernière partie du chapitre, dans laquelle nous allons tester les connaissances que nous avons acquises jusqu'à présent. Pour cela, nous utilisons maintenant la carte de développement du programme écrit. Il n'est pas nécessaire de s'inquiéter pour ceux qui n'en ont pas à la maison, car les étapes montrées dans la vidéo sont généralement applicables aux capteurs communiquant via I2C, donc cet exemple peut être utile pour d'autres projets. De plus, nous vous guidons également à travers la solution dans la vidéo, afin que personne ne rate le plaisir. Si à un moment donné vous êtes bloqué ou confus sur ce qui se passe, n'hésitez pas à revenir à l'épisode précédent où nous expliquons en détail le fonctionnement du capteur de lumière. Avant de plonger dans les tenants et aboutissants du codage, nous devons préparer le terrain. Notre environnement de développement reste STM32 Cubide, alors commençons. Créer un nouveau projet. Fichier, nouveau, projet STM32. Sélectionnez le microcontrôleur F405 VGTX, comme nous l'avons déjà fait, et effectuez les réglages nécessaires. Si tout a été fait correctement, nous devrions voir la fenêtre suivante de configuration et de broche. Ici, vous pouvez configurer et activer les périphériques du microcontrôleur et définir le fonctionnement des broches qui servent d'entrée et de sortie. Dans notre exemple, nous utiliserons les 4 LED de notre carte, ainsi que le capteur de lumière. Il suffit donc de configurer uniquement les broches correspondantes. Commençons par les LED disposés dans l'ordre décroissant de PD7 à PD4. Ces broches seront utilisées comme sorties. Pour cela, nous devons trouver où elles se trouvent dans le programme. Soit nous pouvons parcourir toutes les broches à l'œil, soit, pour aller plus vite, nous pouvons utiliser la boîte de recherche de broches. Commencez par trouver la broche PD7. Ensuite, cliquez dessus et sélectionnez comme sortie GPIO. Pour rendre notre code plus compréhensible, il est judicieux de la nommer. Faites un clic droit sur la broche PD7 et sélectionnez Entrer un nom d'utilisateur. Saisissez le nom de la LED, qui dans le cas de la broche PD7 est LEDen, puisqu'elle contrôle cette LED. Répétez ces deux étapes pour les broches PD6, PD5 et PD4. Pendant que Danny écrit ceci, je vais vous expliquer à quelle vitesse le protocole I2C peut communiquer. Au moment où cette vidéo a été tournée, la norme I2C prend en charge 5 classes de vitesse. Celles-ci sont appelées le mode standard, avec une vitesse de 100 kb par seconde, le mode rapide, avec 400 kb par seconde, le mode rapide plus, qui peut atteindre 1 Mb par seconde, le mode haute vitesse, qui peut transférer des données à 3-4 Mb par seconde, et le tout dernier mode ultra rapide, qui peut atteindre 5 Mb par seconde. Les appareils que nous utilisons ne prennent en charge que les modes standard et pleine vitesse. À titre d'exemple, nous allons utiliser le mode standard de base et le débit de transfert associé de 100 kb par seconde. Configurons notre périphérique I2C, qui sera utilisé pour communiquer entre le capteur de lumière et le microcontrôleur. Les microcontrôleurs contiennent souvent plusieurs exemplaires du même type de périphérique. Par exemple, dans ce contrôleur, il y a 3 périphériques I2C et nous avons besoin du premier d'entre eux. Sur le côté gauche, sélectionnez-le dans le groupe de connectivité, puis cherchez I2C dans l'interface de mode. CubeMX attribuera alors les broches nécessaires au périphérique, qui sont PB6 et PB7. Souvent, nous avons la possibilité d'assigner les mêmes fonctions à une autre broche. Par exemple, PB6 est actuellement la broche SCL de l'I2CAN, mais nous pourrions aussi la dériver vers PB8. Sur notre carte, le canal induit périphérique I2C est connecté aux broches PB6 et PB7 proposées à l'origine, donc nous n'avons pas besoin de nous en occuper maintenant. Il existe des dispositifs qui utilisent des adresses de plus de 7 bits, car avec le temps, la plage d'adresses sur 7 bits s'est avérée insuffisante. Le réglage principal de la longueur de l'adresse peut être utilisé pour en ajuster la taille. Notre capteur possède une adresse sur 7 bits, donc nous ne devons pas modifier le réglage par défaut. Dans l'onglet de configuration de l'horloge, nous pouvons modifier l'horloge du contrôleur. Encore une fois, il n'est pas nécessaire de changer la valeur par défaut de 16 MHz. Il est important de mentionner que pour les systèmes sensibles au temps, la vitesse de l'horloge peut faire une grande différence.
Par conséquent, il vaut la peine de garder cela à l'esprit. Oui, c'est exact. Ensuite, dans l'onglet Gestionnaire de projet, sous la catégorie Générateur de code, cherchez l'option Générer l'initialisation des périphériques sous forme de paire de fichiers C et H par périphérique. Cela écrira les fonctions qui initialisent les périphériques dans des fichiers séparés, ce qui rendra le code plus facile à lire. Lorsque vous avez terminé, enregistrez et générez le code. Le programme que nous allons créer dans ce chapitre doit être une simple barre de progression que nous pouvons contrôler en fonction de l'éclairage du capteur de lumière. Vous pouvez télécharger le projet terminé depuis le site web du programme. Ne perdons pas plus de temps. Commençons à travailler sur le code. Débutons l'interprétation près de la cuisinière, puis éloignons-nous progressivement. Le point d'entrée de notre programme est la fonction main située dans le fichier main. Voyons ce qui se passe ici. De manière générale, les choses suivantes se produisent. Nous commençons par l'initialisation, qui est effectuée pour nous par le générateur de code. Mais il est utile de connaître les processus. Le générateur appelle les fonctions des unités, en commençant par la bibliothèque HAL, puis prépare les signaux d'horloge. Ensuite, les périphériques prennent le relais et le GPIO ainsi que l'I2C sont mis en état de fonctionnement. À partir de maintenant, c'est à nous de coder. Avant toute chose, nous envoyons la commande d'alimentation au capteur de lumière. Ensuite, à ce stade, nous entrons dans le cycle principal qui commence par la lecture de la valeur mesurée par le capteur de lumière, puis son affichage sur la bande LED. J'aime ces noms parlants pour les fonctions et les variables, car je peux facilement comprendre les étapes du cycle sans connaître leur contenu interne. C'est ce que la programmation sophistiquée a à offrir. Vous auriez pu tout nommer ici sans signification et le programme fonctionnerait exactement de la même manière. La différence fondamentale, c'est que personne ne le comprendrait de l'extérieur. Si quelques jours, voire même un après-midi passent, la personne qui l'a écrit ne le comprendra pas forcément, donc tout cela devient inutile. Mais maintenant, il ne suffit pas d'avoir de jolies lignes de code. Nous devons aussi expliquer comment fonctionne le capteur de lumière. Alors commençons d'abord par l'affichage. Puis nous reviendrons un peu plus tard à la communication avec le capteur de lumière. La valeur que nous obtenons du capteur de lumière est un nombre non signé de 16 bits. La raison pour laquelle il est non signé, c'est qu'il n'existe pas d'illumination négative, donc nous n'avons pas à gérer de valeur inférieure à 0. La valeur mesurée sera comparée aux constantes définies au début du fichier main, C. Chaque constante représente la fin d'une plage. Pour les valeurs inférieures à limite, off, aucune des LED ne s'allumera. Si la valeur se situe dans la plage entre limite, off et limite, 1, la première LED s'allumera. Au-delà de limite, 1, 2 LED s'allumeront, et ainsi de suite jusqu'à ce que l'on atteigne une valeur supérieure à limite, 3, où toutes les LED seront allumées. Les constantes sont librement modifiables. Pour nous, ces valeurs étaient les plus démonstratives du phénomène. Après la fonction principale, vous verrez une fonction appelée error, handler. Celle-ci est utilisée par la bibliothèque HAL et par notre code lorsqu'une erreur se produit. Notre objectif était de voir clairement si une erreur survenait. Donc, les LED sont d'abord éteintes afin que toutes soient dans le même état. Puis, elles clignotent à des intervalles de 200 millisecondes. Comme il y a une boucle infinie dans ce signal d'erreur, la seule façon d'en sortir est de redémarrer le microcontrôleur. Les fonctions LightSensor, ReadValue et LightSensor, Power, onde en main ne sont pas déclarées dans main. C, mais dans LightSensor, H. Cela aide à la lisibilité, car nous n'avons pas un long fichier main, C, mais nous divisons notre code en plusieurs modules plus petits et faciles à comprendre. Extrayez le fichier LightSensor, H. Dans celui-ci, nous avons créé 3 énumérations. Il s'agit des registres du capteur de lumière I2C, de l'adresse du capteur de lumière I2C et du mode d'utilisation I2C. L'énumération des registres du capteur de lumière I2C contient l'adresse du registre du capteur de lumière. Ces registres ont été abordés dans l'épisode précédent. Si ma mémoire est bonne, dans la vidéo précédente, le registre de contrôle était intitulé 0, et maintenant je vois X80. Est-ce que ce serait une faute de frappe? Et si c'est le cas, pourquoi cela n'a-t-il été remarqué qu'au milieu du tournage? C'est une bonne remarque, mais ce n'est pas une erreur. L'explication est que ce circuit intégré doit être manipulé un peu différemment que d'habitude. Par exemple, si vous voulez lire le registre d'identification, vous ne lui dites pas simplement « Bon, allons à ton registre XOA ». Vous devez dire, en mode commande, « Allons à ton registre XOA ». Au début, j'ai trouvé cela intéressant, donc je vais l'expliquer tout de suite.
La fiche technique indique que si vous voulez configurer un registre, vous pouvez le faire en ajoutant x80 à l'adresse lors de l'écriture dans le registre. Donc, lors de l'adressage du registre, nous devons envoyer le capteur de lumière à l'adresse x8a. Est-ce que cette différence est claire, Danny? Eh bien, cela explique tout. Nous pouvons continuer à apprendre sur les enums. D'accord. Le deuxième enum est l'enum d'adresse I2C du capteur de lumière, qui contient les adresses I2C possibles du capteur de lumière. Nous avons mentionné plus tôt que pour l'adressage, les 7 premiers bits de l'octet seront l'adresse esclave et le dernier bit sera la direction du flux de données. Le dernier bit est défini par la bibliothèque AL elle-même en fonction des fonctions que nous utilisons. Tout ce que nous avons à faire, c'est d'ajouter le début de l'adresse sur 7 bits au MSB. Pour cela, nous devons décaler l'adresse vers la gauche d'un bit, C, A, dire la multiplier par 2. L'énumération du mode d'utilisation de l'I2C a été créée uniquement parce que nous avons écrit les fonctions d'allumage et de lecture de la valeur de deux manières différentes. Dans le fichier main C, lorsque vous les appelez, vous pouvez y spécifier comment vous souhaitez utiliser la fonction. En plus des 3 énumérations, les prototypes des fonctions LightSensor, Power, On et LightSensor, Read, Value sont également inclus dans ce fichier. Nous faisons de bons progrès. Il ne reste plus qu'un seul fichier. Trouvons le fichier LightSensor, C. Dans ce fichier, nous implémentons les 2 fonctions mentionnées précédemment. Les 2 fonctions fonctionnent de manière similaire. On vous donne en paramètre la manière dont vous souhaitez effectuer l'opération, puis, dans une structure switch case, la fonction correspondant à la méthode choisie pour réaliser l'opération est appelée. Les fonctions simples et celles basées sur la mémoire contiennent des fonctions HAL et renvoient leur valeur de retour au programmeur qui nous signale un échec de l'opération en entrant dans la fonction de gestion des erreurs que nous avons apprise précédemment. Poursuivez l'analyse avec la fonction simple d'activation du capteur de lumière. Nous savons maintenant que nous devons spécifier l'adresse du périphérique, la direction des données et le registre sur lequel effectuer l'opération, que ce soit en lecture ou en écriture. C'est exactement ce qui se passe ici. La fonction AL, I2C master, transmit, doit savoir à quel périphérique I2C envoyer, quelle adresse I2C utiliser, à partir d'où, combien d'octets envoyés et quel délai d'attente lui est accordé pour effectuer l'envoi. Dans cette fonction, 2 octets seront envoyés puisque l'adresse du périphérique esclave est envoyée par la fonction AL elle-même. L'un de nos 2 octets sera l'adresse du registre et l'autre sera la constante d'activation de l'alimentation. Nous devons envoyer cela car il est nécessaire d'activer la mesure sur le capteur de lumière. D'après la fiche technique, nous pouvons le faire en écrivant la valeur stockée comme PowerOn dans le registre de contrôle. Avec la fonction LightSensor PowerOnMemory, nous pouvons gérer nos périphériques à un niveau légèrement plus élevé. Ici encore, nous devons spécifier quel I2C utiliser, à quelle adresse envoyer, dans quel registre écrire et quoi écrire. La principale différence ici est que nous n'avons pas besoin d'inclure le registre dans les données à envoyer, car nous le spécifions comme un autre paramètre de la fonction d'envoi AL. Le capteur de lumière a déjà démarré la mesure, il ne nous reste plus qu'à lire le résultat. Cela se fait grâce aux fonctions LightSensor ReadValueSimple et LightSensor ReadValueMemory. Je suppose que la différence ici est que Simple utilise une fonction HL et Memory utilise l'autre. J'ai raison? Tu es sur la bonne voie, mais il y a plus de différences que cela. Regardons le code plus en détail pour éviter toute confusion. D'abord, regardons la version simple. Ici, nous devons mettre en œuvre la séquence d'écriture I2C que nous avons vue précédemment. Nous devons d'abord résoudre la sélection du registre du périphérique. Pour cela, nous utilisons un appel à AL I2C master transmit où nous spécifions l'adresse du registre mais aucune donnée n'est envoyée dedans. Ensuite, nous pouvons commencer la lecture avec AL I2C master receive. Cette fonction a les mêmes paramètres, mais cette fois le pointeur doit être défini sur l'emplacement destiné à stocker les données reçues et le nombre d'octets reçus est spécifié. Les données reçues, qui sont actuellement stockées sous forme de 2 nombres de 8 bits, doivent être converties en un nombre de 16 bits. Ce nombre sera enregistré par la fonction LightSensor ReadValueSimp dans l'espace mémoire reçu en paramètres et retournera la réussite de la lecture comme valeur de retour. Nous avons réussi à écrire cela en une seule ligne, ce qui peut être utile car c'est beaucoup plus transparent pour les programmeurs expérimentés, mais les débutants peuvent avoir du mal à interpréter les nombreux opérateurs.
La transformation en un nombre de 6 bits se fait sur le côté droit de l'équation. Prenez l'octet supérieur du tableau et décalez-le de 8 bits vers la gauche afin qu'il soit à sa place tandis que 8 bits à 0 apparaissent en dessous. Ici, nous insérons l'octet inférieur avec l'opérateur OU et du côté gauche du signe égal, nous stockons les données dans le pointeur. Lorsque nous utilisons notre autre fonction de lecture, nous n'avons pas à nous soucier du respect de la séquence car cela est géré par le HAL, I de C, mem, read. Nous avons juste à fournir les paramètres mentionnés précédemment et à nous détendre. Enfin, le moment tant attendu de tester notre capteur de lumière est arrivé. Pour cela, il faut d'abord téléverser le programme sur le microcontrôleur, ce que nous avons déjà fait. Sur le panneau, je trouve maintenant la partie étiquetée capteur de lumière et je l'éclaire avec mon téléphone. À mesure que j'approche mon téléphone, de plus en plus de LED s'allumant, exactement comme prévu. Quand je l'éloigne, il y en a de moins en moins. Si je le couvre avec ma main, il se passe quelque chose de similaire. Même si, évidemment, cela n'a surpris personne. Oui, cela a bien fonctionné ici. Pour offrir de la flexibilité dans différents projets, le code d'exemple est conçu pour faciliter la modification des paramètres suivants. L'adresse I2C du capteur de lumière, les seuils d'extinction des LED, la méthode d'activation du capteur de lumière et la façon dont il est lu. Je vous encourage à expérimenter en modifiant ces paramètres ou même à lire l'autre registre de données. Après tout, c'est en essayant que l'on progresse. L'exemple a montré presque tout ce que nous avons appris dans ce chapitre, il est donc temps d'en faire un rapide résumé. Dans ce chapitre, nous avons découvert l'I2C, l'une des interfaces de communication synchrone les plus couramment utilisées dans les systèmes embarqués. Une autre communication fréquemment utilisée est le SPI, qui fonctionne différemment mais devrait être facile à comprendre. Vous pouvez trouver plus d'informations à ce sujet dans le support écrit. Ce chapitre sur la communication série touche à sa fin, mais le sujet est loin d'être entièrement couvert. Par conséquent, nous continuerons à explorer ce sujet dans le chapitre 10 en abordant de manière générale l'UART, le CAN et l'USB. Comme d'habitude, nous inclurons d'autres éléments intéressants. Alors restez à l'écoute. Merci beaucoup pour votre attention et nous espérons que vous avez acquis de nombreuses connaissances utiles. Les figures et les codes sources présentés dans les vidéos sont tous disponibles sur le site Crystal Clear Electronics 2, dans le 8e chapitre du programme. Si vous avez aimé la vidéo, mettez-nous un like. Abonnez-vous si vous souhaitez être informé de la sortie d'un nouvel épisode ou suivez notre page Facebook pour les dernières informations sur la série de vidéos. Je tiens à adresser mes remerciements particuliers à Sabolx pour son excellente prestation. Au nom de tous mes collègues, je vous souhaite une excellente journée. Au revoir. Au revoir.